On fait à peu près 2,5 millions de CA annuels. On a 1 million de clients. On est présent dans le monde entier. Au début, c'était plutôt du flux tendu parce que j'avais pas les moyens d'acheter du stock. C'est assez ouf à quel point on peut monter son business tout seul dans sa chambre et rapidement. C'est la punchline. Il faut le dire, Anatole a salarié ses 2 parents à 17 ans. C'est incroyable. Je reçois quelqu'un qui est très bon, quelqu'un qui est très beau et quelqu'un qui est mon ami. Et c'est Anatole qui va se présenter dans pas longtemps. Juste avant, je remercie une nouvelle fois le sponsor de l'E-Com Day, qui est Molly, qu'on connaît bien en plus avec Anatole, Juliette. Et pourquoi ? Parce que c'est grâce à eux que l'événement est rendu possible, qu'on a pu monter en standing de qualité. Donc vraiment, merci. Molly, c'est un PSP, donc ça veut dire que c'est une solution qui intègre d'autres moyens de paiement comme Money, Klarna, PayPal, et dans un moyen de paiement simplifié qui permet d'éviter toute friction au niveau du paiement. Et on en a besoin, nous, en tant qu'e-commerçants en ce moment. Anatole, bienvenue. Tu vas nous parler d'international, mais avant, je vais te laisser te présenter. Ouais. Salut Greg, merci Molly. Donc je m'appelle Anatole Rosan, je suis e-commerçant depuis 13 ans. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Macoq quand j'étais au lycée, donc dans ma chambre d'étudiant. Quelques années après, on est devenu un des leaders en France de la vente de coques de téléphone. Aujourd'hui, j'ai monté aussi d'autres activités, notamment dans la traduction. Je t'arrête tout de suite. Ouais. Je t'arrête tout de suite. Je sentais que tu allais me couper, parce que tu le dis jamais. Et moi, je trouve ça quand même exceptionnel. C'est la punchline. Il faut le dire, Anatole a salarié ses 2 parents à 17 ans. C'est incroyable. Je sais pas pourquoi t'es pas fier du truc ou tu veux pas ou... Si, mais ça s'est fait très naturellement. On n'a pas décidé de travailler ensemble. En fait, j'étais encore au lycée, donc étudiant, je devais aller à l'école et la logistique, c'est eux qui s'en occupaient, c'est eux qui m'ont tout appris dans l'entrepreneuriat, comment créer une entreprise. Ils m'ont accompagné pendant toute la vie de l'entreprise. Et finalement, on a dû s'associer finalement, et puis ils sont encore dans l'aventure aujourd'hui, donc c'est cool. Et c'est drôle. Ouais, et d'ailleurs, j'ai vu pour la petite blague, là, tu nous as sorti un starter pack. Ouais. Sur ta... Ouais, je ne l'ai pas mis sur LinkedIn, donc je me suis dit que j'allais me rattraper à l'E-Com Day. Donc, il y a une coque, un petit ordi. Mais globalement, je suis un gros geek. J'aime beaucoup la tech. Et mon premier site, pour la petite histoire, c'est moi qui ai fait tout le site sur PrestaShop jusqu'à qu'on monte à 1,5 million de CA. Et après, on a pris une agence, mais je faisais tout seul. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en e-commerce, il y avait des confs qui en parlaient juste avant, mais c'est assez ouf à quel point on peut monter son business tout seul dans sa chambre et rapidement, quoi. Donc, c'est vrai qu'on a de la chance. Hein. On en rediscutait juste après, mais c'est vrai que c'est incroyable cette chance qu'on a. Et donc, alors, tu peux nous partager quelques chiffres sur Macoq ? Juste après le verre d'eau. On fait à peu près 2,5 millions de CA annuels. On a 1 million de clients. On est présent dans le monde entier. On a ouvert en propre 10 pays, et ça, je vous en reparlerai juste après. Mais on est pas mal présent. On fait à peu près 12 000 commandes par mois. Donc, on fait beaucoup de volume avec un petit panier moyen. C'est quoi le panier moyen ? J'aurais pu le calculer de tête, mais... On est plutôt à 20... Ouais, t'aurais pu. J'aurais pu. Non, on est à 20 € hors taxe. Donc, généralement, c'est une coque et une protection pour protéger l'écran. Oui, c'est ce que je pense que c'est ce qu'on fait tous. À partir du moment où on achète la coque, on achète aussi le petit film qui va bien au-dessus. C'est ça. Et tu vends aussi, en plus des coques, des accessoires, etc. Ouais, tout ce qui est batterie externe, câble, chargeur, adaptateur et tout. Ouais. Ok. On est présent sur tous ces produits-là. Quand tu as débuté, c'était du drop ou tu as tout de suite eu du stock ? Non, on fait beaucoup, on fait un mélange, on a du stock, on fait du flux tendu. Au début, c'était plutôt du flux tendu parce que j'avais pas les moyens d'acheter du stock. Donc j'ai commencé vraiment l'activité, j'ai acheté un nom de domaine à 25 € avec l'hébergement sur OVH en mutualisé et après j'ai acheté un mini stock que j'ai stocké dans ma chambre et après au fur et à mesure, j'achetais en fonction de la demande des clients. Ça a commencé comme ça. Et puis après, au fur et à mesure, quand l'activité a commencé à bien fonctionner, j'ai acheté du stock plus conséquent. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on est resté, et encore aujourd'hui, dans le garage de mes parents. Donc vraiment, il faut imaginer que mon père, le matin, il prend son petit-déj et il marche 10 pas pour aller voir les équipes dans l'entrepôt logistique. Donc c'est assez drôle. Ouais, faut pas oublier que c'est vrai qu'une coque, ça prend pas de place et que tu peux en stocker pas mal. Ouais, c'est ça. Donc c'est assez drôle à voir. Un garage amélioré, quoi.
Enfin bon. Et donc, ce qui est assez drôle, c'est qu'avec l'international, on a dû aussi stocker plus de, enfin, on a eu plus de demandes, donc stocker plus. Et c'est aussi pour ça que je suis là, pour vous dire qu'il faut absolument que vous vous lanciez à l'international. Nous, on fait aujourd'hui, ce que j'ai mis sur ma slide, on est à peu près à 300 000 euros de plus par an, juste sur la partie inter, alors qu'on l'a lancé en 2022. Et on a une super croissance. C'est juste, je suis aussi là pour motiver les e-commerçants à se lancer, pas avoir peur. Et ça, c'est ma nouvelle activité que je lance là, qui est une solution de traduction pour que les gens, enfin pour que les e-commerçants se lancent. Et qu'est-ce qui t'a motivé? Tu sentais que le marché s'épuisait sur la France, qu'il y avait plus de concurrence, que... Ouais, exactement. En fait, on a eu l'impression, donc on a eu, comme beaucoup d'e-commerçants, un gros pic pendant le Covid de ventes. Et ça s'est un petit peu calmé en 2022. Donc, on a essayé de trouver des nouveaux relais de croissance. Et on a identifié l'international comme un potentiel levier de croissance. Pardon. Donc, on a commencé à le faire sur Macoc. On s'est dit, mais comment on fait? On a cherché des modules. Et finalement, on a commencé par l'anglais, puis l'allemand, puis on en a enchaîné jusqu'à en lancer 10 d'un coup en 2022. Et d'ailleurs, pour aller à une question qui est concomitante, je la pose comme ça c'est fait. Mais on a FX qui nous pose la question, est-ce que tu as vu là récemment une baisse des ventes sur les coques suite à la baisse tout simplement des téléphones? Ouais, c'est vrai que le marché se stabilise. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup moins de sorties de téléphones. On change, nous, je pense que vous aussi, on change moins ses téléphones. On garde longtemps son iPhone 12 et il fonctionne encore très bien aujourd'hui. Mais il y a quand même un gros marché de revente. Donc, on continue à distribuer pas mal de coques sur les anciens modèles. Donc oui, le marché ça pèse et c'est pour ça que l'international permet d'aller chercher du chiffre d'affaires dans d'autres pays. Et dans notre marché, en tout cas, un Suédois a autant de raisons de protéger son téléphone qu'un Français. Donc, il faut qu'on lui adresse la coque, quoi, qu'on lui renvoie. Donc 300 000 euros avec l'international à date. Donc, en 2024. Et en 2025, on fera, je l'ai mis dans ma presse, en 2025, on fera 500 000. Et tu peux nous dire d'où tu pars en international. Au moment où tu as décidé, tiens, je vois que ça stabilise un peu, j'ai envie d'aller chercher d'autres... On devait faire moins de 20 000 euros quand on s'est lancé. Et après, là, on est à peu près à 25% de nos ventes qui viennent de l'international. Donc, c'est important. Alors, c'est quoi la to-do ou plutôt le process pour se lancer? Alors, le process, il est simple. Je suis pas forcément les slides. C'est vrai que là, je sais pas s'il faut... Moi, tu fais ce que tu veux. Okay. Tu es chez toi ici. Super. Bon. Non, la to-do, c'est déjà d'identifier un peu son marché cible. Et ça, déjà aujourd'hui, la majorité, je pense, des e-commerçants qui nous écoutent aujourd'hui et qui nous voient aujourd'hui, savent à peu près les pays dans lesquels ils ont déjà des petites ventes, même sans avoir traduit leur site, même sans être présents. Ils sentent déjà des choses autour d'eux. Après, bien sûr, on peut faire une étude de marché. Je pense que c'est important d'en faire une, mais il ne faut pas passer des heures à faire une étude de marché, parce que sinon, on ne se lance jamais. Donc voilà, sentir un peu les premiers signaux. Après, je conseillerais de commencer par la traduction pour déjà commencer à être présent de manière plus forte dans le pays. Je cherche ma slide, voilà. On commençait par la trad. J'ai mis ce que j'ai mis dans ma slide. Il y a 75% des clients qui préfèrent acheter dans leur langue maternelle et 40% qui déclarent ne jamais acheter dans une autre langue que sa propre langue. Donc, il faut imaginer toutes les ventes qu'on perd en tant qu'e-commerçant à ne pas être présent. Donc, déjà, la trad permet d'être présent. C'est une première étape. Et une fois qu'on a commencé à être présent dans les pays, on va commencer à capter des signaux encore plus forts. Et à ce moment-là, on va pouvoir ouvrir un centre logistique, ouvrir une équipe dédiée. Mais si on pense tout de suite que l'international, c'est d'avoir des salariés supplémentaires natifs de chaque pays, on ne se lance pas en fait. Donc mon objectif du moment, et c'est mon bâton de pèlerin, je prends mon bâton de pèlerin pour dire mais lancez-vous, traduisez votre site,
captez les premiers signaux autour de vous et après lancez-vous. Voilà. Mais il y a une méthode. Comment tu as fait pour. Parce que, bon, oui, on peut faire plein de choses, mais par quoi on commence? On commence par la trad. Après. Mais comment? Ouais. Comment, quel pays Parce que c'est le pays, je pense qu'il faut quand même commencer par une mini-étude de marché, voir dans son domaine. Nous, par exemple, les coques, c'est très généraliste, donc on a ouvert les pays frontaliers. Mais on a des marchands, je connais des commerçants qui lancent par exemple l'Europe de l'Est parce qu'ils ont des accessoires qui sont plus dans l'armée, dans l'armement, et il y a beaucoup d'achats en Europe de l'Est, donc ils vont plutôt aller sur ces pays-là. Je connais des commerçants pareil qui sont dans le vin, ils vont aller chercher plutôt directement du marché asiatique. Donc c'est déjà commencer par être présent dans ces pays en traduisant le site, et après une fois que le site est traduit, commencer à développer l'activité en prenant une personne qui va faire le service client, potentiellement ouvrir un centre logistique dans le pays. Mais c'est d'y aller par étapes, tu vois. C'est commencer déjà par la trad et par adresser le marché. Peut-être qu'on peut aussi tout simplement se rendre dans son back-office, regarder est-ce qu'on fait déjà un petit peu d'international, et généralement c'est le cas, en tout cas sur Okara, sans forcer on en fait, et sans avoir à date de traduction, parce que nous aussi on va avancer là-dessus. Mais on a quand même un pourcentage qui est assez faible. Et puis de regarder son back-office et de se dire, tiens, je vends beaucoup aux États-Unis ou en Chine ou en Allemagne. Et puis peut-être que ça peut être un bon point d'aller mettre un petit peu de sous pour de la traduction sur cette partie-là. Exactement. C'est vraiment capter ces petits signaux faibles qu'on a déjà. Il y a un historique. Je pense que chez Okara, toi, tu es capable de livrer un client dans le monde entier. Aujourd'hui, tu as des solutions logistiques qui te le permettent. Donc tu commences à savoir un petit peu par où tu dois aller. Généralement, le conseil, si vous ne savez pas trop où aller, par quel pays commencer, c'est de commencer par l'anglais, parce que l'avantage, c'est que quand l'anglais est quand même la langue la plus parlée au monde, si on ne compte pas la Chine. Et en fait, ça permet en Europe déjà de capter des commandes de personnes anglophones en Allemagne, dans les pays du Nord, pays de l'Est aussi. Donc, c'est pas mal de commencer par l'anglais. Ça permet d'aller chercher des signaux. Je continue sur ces signaux à aller chercher, mais en commençant par voir son historique de commande, comme tu le disais, dans son back-office, en mettant la langue en anglais, et après en traduisant, c'est des premiers, ça permet à tout ça de capter des signaux faibles et de pouvoir après ouvrir un marché correctement. Et quand je dis correctement, c'est investir avec un entrepôt, des équipes dédiées. Oui, parce que je pense que déjà, si tu fais l'anglais, ça va donner lieu à d'autres pays, pas forcément anglophones, mais qui ont une facilité à parler anglais, et donc un peu consolider tes chiffres pour savoir où aller juste après. Enfin, moi, c'est comme ça que je pense faire pour Okara. Ouais. Et alors, question qui me vient tout de suite en tête. Aujourd'hui, c'est vrai que tu as développé ta propre solution et puis que tu commercialises aussi en dehors de Macoq, mais sauf que tu ne l'avais pas. Tu n'avais pas Reversia au début. Donc, comment tu as fait pour la traduction? Quels ont été les pépins? Parce que, ok, traduire, il y a certains trucs, c'est facile. Il y en a d'autres, ça l'est sûrement moins. Comment? Et puis, les qualités... C'était il y a combien de temps que tu as fait la traduction? 2022. On l'a lancé en 2022. Il n'y avait pas forcément l'IA? Non, il n'y avait pas encore Enfin, en tout cas, il y avait ChatGPT était sorti, mais ce n'était pas très développé en API. Alors, on a fait plein de conneries à l'international. La dernière en date, on a mal géré le multidevise. Et donc, en fait, les Suédois qui passaient des commandes à 200 couronnes suédoises, en fait, ça valait 2 €. Donc, si tu veux, on a cru qu'on faisait un chiffre de dingue en Suède, qu'on était les rois du monde, mais en fait, il fallait juste diviser par 10 le chiffre d'affaires. Et en fait, on se rendait compte que les clients achetaient vraiment des coques à rien. Donc on s'est bien planté, on a perdu un peu d'argent, mais ça fait partie du truc. De l'aventure. De l'aventure. Après, on a aussi, c'est compliqué, hein, la traduction, c'est pas juste connecter son site en claquant des doigts. On a eu plein de moments où une partie du site n'était pas traduite. Enfin bon, c'était assez compliqué. Ok. Voilà. Non, je rigole parce qu'on a Emmanuel dans le chat qui veut que tu sois président. Et, ok, donc traduction parfois hasardeuse. Ouais. Ok, vous utilisiez... Nous, on a fait notre propre méthode un peu... On a testé des modules sur notre back-office PrestaShop. Ça n'a pas très bien fonctionné, voire pas du tout. Enfin, on avait des bouts de sites non traduits. Donc, en fait, on s'est dit qu'on allait faire nous-mêmes et on a fait des connexions à DeepL à l'époque. Et en fait, on s'est rendu compte que DeepL, c'était quand même pas
pas très bon par rapport à ce qui arrivait avec l'IA, donc on a fait notre propre solution et c'est comme ça qu'on a après commercialisé la solution Reversia. Mais au début, ouais, on a fait, on va dire, le moteur de Reversia, on l'a fait juste pour Macoc, qui était dans notre back-office. On a fait nos propres connexions API, et après on l'a rendu public. Mais c'est vrai que DeepL, c'était pas mauvais pour faire la traduction de phrase à phrase, mais il lui manque tout ce qui est le contexte. Ouais, c'est ça. Et en e-commerce, le contexte, c'est quand même bien important. Et c'est vrai que l'IA est plutôt qualitative. Tu utilises quoi ? Tu utilisais quoi quand tu t'es mis à passer à l'IA et tu utilises quoi sur Reversia ? Bah, tu vois, je complète juste ce que tu disais sur DeepL. En fait, le gros problème aussi, c'est un truc qui est technique, donc j'espère que ça on va pas perdre trop de gens, mais en fait, quand on traduit du contenu en e-commerce, nous, ce qu'on va traduire, c'est du HTML, et donc il va falloir, en fait, les outils comme DeepL ont tendance à couper. Dès qu'ils détectent des balises HTML, ils ont tendance à couper la trad et donc de perdre ce fameux contexte dont tu parlais. Et donc nous, on était sur DeepL au début, ça marchotait. Et après, là, c'est ce qu'on utilise sur Reversia, on a mis Claude en moteur de trad, qui est aujourd'hui la meilleure IA pour la partie textuelle, que ce soit de la traduction ou de la rédaction. Ok, alors là, on a fait la partie tech. Donc toi, tu as décidé, tu as commencé par quoi, l'anglais ? Ouais. Alors nous, pour te refaire, donc c'est pas trop dans l'ordre, mais pour te refaire. N'hésite pas à donner le numéro de slide pour que Jade puisse. Mais c'est l'international chez Macoc. Donc, nous, on a lancé en fait sous la marque Dilly. Donc on a lancé au début l'anglais. Et après, on a très vite ouvert tous les autres pays frontaliers. On a décidé de lancer une version anglaise qui est en Dilly.com. Après, on a choisi aussi de faire des domaines à part. Donc, on a Dilly.es pour l'Espagne, Dilly.it. Non, on n'a pas le IT pour l'italien, mais on a Dilly, par exemple, .pt pour le Portugal. Mais aussi, on a fait parce qu'on n'avait pas forcément tous les noms de domaine, on a fait un dilly.com/DE, par exemple, pour l'Allemagne. Donc, on a fait tout ce multi... pareil, je reste un peu dans la technique, mais on a fait ce choix de faire du multi-domaine pour Macoc. Et on a même ouvert la réunion avec un macoc.re. Donc, on fait un peu une tambouille de plein de langues et de pays. En multi-shop à chaque fois ? Ouais. Depuis ton back-office PrestaShop ? C'est ça. Tout est dans le même back-office PrestaShop. On a décidé de le faire sans coût marketing. Donc, pour l'instant, on est en full SEO. On met un peu de ads. Pareil, quand on sent qu'il y a un signal fort dans un pays. Donc, il y a quelques années, c'était au Portugal où on a eu un signal très important. Donc, on a lancé des ads à ce moment-là. Ça s'est un petit peu calmé. Et là, en ce moment, on a un gros signal aux Pays-Bas. Donc, on a pas mal de clients qui commandent. Je crois qu'on a plus de 25% aux Pays-Bas. Je ne saurais pas trop t'expliquer. J'essaie de comprendre la cause. Je pense que c'est qu'on commence à se positionner bien en SEO. Et donc là, on va mettre des efforts là-dessus. Pays-Bas et Allemagne aussi un peu. D'accord. Toi, les langues, tu les sortais tous les ans, tous les 2 ans ou plutôt en mode bourrin On en a lancé 8, je crois, en 2022. Et juste après, 2 autres. On a lancé la Suède et la Finlande. Et il y a FX qui pose encore une bonne question. Ouais. C'est est-ce que tu as abandonné certaines langues ? Parce que là, je te verrai que je te parle depuis tout à l'heure d'en ouvrir. Mais est-ce qu'à un moment, tu te dis ça ne fait pas de trafic, je coupe ? Ou est-ce que tu laisses ? Non, on laisse, mais on a, sur certains pays, coupé les ads. Ou en tout cas, on a réduit considérablement le budget parce qu'on sentait que finalement, le pays avait un taux de conversion qui réduisait et qu'on avait moins de ventes, qu'on commençait à perdre un peu d'argent. Donc, on a décidé d'arrêter les ads. Mais je déconseille de couper une langue parce que rien que de laisser déjà la trad, ça permet de se positionner naturellement en SEO et de commencer à créer aussi de l'historique sur le domaine. Toi qui es pro du SEO, tu sais que c'est important. Et ouais, je déconseille de couper la langue. Vraiment, en couper les investissements, pourquoi pas, mais surtout pas couper la langue. Ok, bon, on a répondu à FX qui nous dit merci. Ok. Donc là, on a traduit, on a fait les 10 langues. Ouais. Les next steps. Donc après, il y a certains points, de vigilance, on va dire. Il y a la partie SEO. Donc là, j'espère pas dire trop de conneries face à toi, mais a priori, j'ai révisé avant. Mais donc, comme je disais juste avant, il y a plusieurs manières de faire de l'international. Tu peux faire domaine dédié, donc .es, .it, .pt, ce que tu veux. Tu peux faire un sous-répertoire, donc tu peux avoir une version .com, par exemple dilly.com/
Et là, tu peux avoir slash DEIT ou autre. Et tu peux avoir aussi un sous-domaine es.dili.com. Bon. Donc ça, c'est plusieurs manières de faire. Est-ce que tu as des... Ouais, moi pas des recos, mais enfin, nous dire, selon toi, pourquoi telle solution serait mieux que telle autre? Alors moi, je conseille toujours le domaine dédié. Parce que ça permet d'être vraiment présent dans le pays, de montrer que ton site il est authentique, en tout cas qu'il est local. Une appropriation culturelle. C'est ça. Donc idéalement d'avoir un dili.es. On coupe des freins, l'espagnol qui va sur le site, il se dit ok, je suis sur un site espagnol, ça donne aussi des signaux à Google que c'est un site local. Je recommande. Si un jour on voulait faire des campagnes d'affichage dans le métro, mettre un dili.es, c'est quand même mieux qu'un dili.com/es. Donc, je recommande toujours le domaine. Après, parfois, on n'a pas le nom de domaine. Donc, la deuxième chose, c'est de partir sinon sur un .com avec un slash. Donc, .com/es, fr et autres, enfin, it et autres. Ça, c'est ma deuxième reco. Et dans le moins bon cas, mais c'est pas bloquant au niveau du SEO, et ça, je sais pas si tu le confirmeras, mais c'est de faire un .fr/, mais on indique quand même à Google que la locale est en français. Je trouve que c'est dommage de partir là-dessus, mais parfois, je vois des e-commerçants qui sont obligés de partir là-dessus. C'est aussi plus simple pour eux. Ils n'ont pas forcément les moyens de partir sur du domaine dédié. Voilà. Ouais, je pense que globalement, tu as raison. Il y a le sous-domaine qui a à proscrire. Des fois, on n'a pas le choix. Il faut faire du sous-domaine. Mais c'est vraiment pas ce que je recommanderais, moi. En fait, les deux fonctionnent. Hein. Il y a des exemples de réussite et des contre-exemples d'échecs dans les deux cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu pars sur un TLD, un nouveau TLD, eh ben, ton SEO, tu le reprends de zéro. Même si tu passes d'une langue à l'autre et que tu peux dire Google, c'est pas la même langue, en fait, tu transfères quand même quelque chose d'important quand tu restes sur le même domaine. Donc, aocara.com/en, par exemple. Ouais. Le gros avantage d'avoir une langue séparée, tu as raison, l'appropriation culturelle, pour moi, c'est vrai que c'est une très très bonne idée. Et tu as un petit inconvénient quand même qui est par rapport à la question de FX sur l'abandon de langue. En fait, c'est tu vois, je dirais pour la solution ocara.com/en ou /es ou /it. Il y a quand même un truc, c'est que si une langue ne fonctionne pas, elle peut, dans le Google d'aujourd'hui, pénaliser un ensemble de pages. C'est-à-dire que si tu as la France qui est très forte, mais que tu vas ouvrir 10 pays, et que les 10 pays sont parce que Google ne kiffe pas, ou pour X raison, ou tu n'as pas mis d'ads ou rien, et qu'elles ne sont pas crawlées, elles vont être désindexées, tu vas avoir un taux de désindexation qui est plus fort que ton taux d'indexation, et donc tu peux avoir un problème. Là où, sur un domaine séparé, tu prends un risque que sur le domaine séparé. Donc il y a vraiment les deux stratégies. Il y a parfois aussi une limite du CMS, mais tu as très bien répondu. Je voulais juste apporter un tout petit complément d'expérience, mais les deux se font, sous PrestaShop les deux se font, sur Shopify les deux se font, partout, sur tous les CMS. Ça se fait quoi. Alors il y a quelque chose que les gens ne savent pas forcément, c'est quand même Google a sorti les balises hreflang qui permettent en fait d'indiquer à Google la bonne version dans la bonne langue. Donc sur mes slides, là je l'ai mis dans notre cas sur Macoq, on a vraiment on a indiqué sur chacune des pages, et ça c'est dans la balise aide du site, on indique à Google chaque page et chaque déclinaison dans la bonne langue. C'est-à-dire que Google, au moment où il va crawl une catégorie Macoq, on va lui indiquer que sur cette catégorie, cette catégorie existe sous cette URL dans cette langue. Et ça, déjà, ça permet de se protéger face à d'éventuels duplicate content ou autre. Ça, c'est hyper important pour ceux qui se lancent de bien vérifier ces balises hreflang. Et aussi de traduire tous les éléments SEO, CH1, vérifier vraiment, parce j'en vois plein des e-commerçants qui ont des balises alt, par exemple, des images qui sont en français. Ça, c'est vraiment dommage, parce que Google, il va pas comprendre. Il va crawler une balise alt française et sur de l'espagnol. Voilà, donc faire hyper gaffe aux éléments SEO techniques, quoi. Il y a Adonis de PrestaRocket qui pose la question, une agence SEO d'un de ses clients lui conseille de cacher les langues au lancement de peur de faire baisser le SEO du site historique, le site historique en français. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Moi, je pense que la protection du hreflang est suffisant. Après, si vraiment le marchand est inquiet, pourquoi pas ? Ça permet de lancer de manière complètement isolée son site.
Je trouve ça dommage parce que ça fait pas profiter de la puissance du jeu SEO du site principal sur les déclinaisons de langue. Donc je trouve ça dommage, mais si vraiment le marchand est inquiet, pourquoi pas. Ouais, alors moi je suis du même avis qu'Anatole. Je pense que quand on fait du multilangue et qu'on lance un pays, il faut en être plutôt fier, plutôt l'accompagner tout de suite. Je vois pas de. Il y a effectivement, il y a toujours des risques à lancer sur un même TLD des langues. Maintenant, avec Hreflang, ça s'encadre bien. Un petit peu de backlink dans des pays locaux pour appuyer un petit peu le lancement de stratégie et pas faire le bourrin. C'est-à-dire que c'est sûr que si on passe de 50 000 pages à j'ouvre 10 langues du jour au lendemain, oui, il y a un problème. Maintenant, si on fait les choses proprement, comme un marchand classique qui fait de la traduction le ferait sans IA, eh bien, il n'y a vraiment aucun souci. Il faut le faire bien. Ouais, il faut que les textes soient qualitatifs. Bon, c'est le cas un peu de ce que j'ai lu de ta solution, puisque c'est celle que je vais aussi utiliser. Mais donc voilà, c'est pas du bourrinage, c'est de faire du travail qualitatif. Et ça, à Google, il y a vraiment zéro problème, quoi. C'est ça. C'est important de. Et puis Google, à un moment, il est content que tu veuilles aller à l'étranger. Enfin, et si c'est fait techniquement, sérieusement, et que l'ensemble du site est traduit et que tu indiques à Google que ton site il existe dans une autre langue, Google n'a pas de raison de te pénaliser. Donc effectivement, il faut bien veiller à regarder tout, mais aujourd'hui, c'est quand même très fréquent des sites qui partent à l'international. Donc après, il y a la partie. C'est important de regarder la partie paiement. Donc aujourd'hui, Molly sponsorise l'événement. Nous, on utilise Molly sur Macoq. On l'utilise sur toute la partie internationale. Donc dès qu'on lance un nouveau pays, on va aller voir les équipes Molly, on va se renseigner aussi sur Internet pour voir les moyens de paiement disponibles qui sont les moyens de paiement locaux. Donc ça, c'est hyper important. Par exemple, l'Allemagne, je ne sais pas si vous le saviez, mais l'Allemagne, c'est 43% de paiement qui se passe avec PayPal. Et les Pays-Bas, par exemple, 81% avec iDeal. Donc, si on n'a pas mis ces paiements locaux, on n'a pas de chance de faire des ventes dans ces pays. Donc, c'est hyper important de checker, de mettre en place ces modes de paiement locaux. Nous, on voit sur Macoq, par exemple, les commandes en Belgique. Je crois que c'est à peu près, on doit avoir 80% des commandes qui viennent de Bancontact. Et au moment où on l'a mis avec Molly, on a eu un pic de vente parce qu'on s'est rendu compte un peu tard que les clients n'achetaient pas parce qu'il n'y avait pas le mode de paiement Bancontact. Ouais, ce qui est, moi je trouve toujours incroyable, c'est que nous, Français, quand on commande dans un autre pays, on se transpose très largement de se dire on va utiliser le moyen de paiement qu'il y a sur le site parce que je veux mon truc. Et en fait, je pense qu'on est les seuls, les Français, peut-être parce qu'on consomme beaucoup l'international, enfin je n'ai pas la raison, mais en tout cas, dans les autres pays, c'est pas le cas. Si tu n'as pas le moyen de paiement, tu as un vrai frein. Et Bancontact, c'est vrai que c'est assez dingue, alors qu'ils sont à 200 km, même pas de nous, là, de se dire que c'est parce qu'on n'a pas leur moyen de paiement qui peuvent pas payer avec un PayPal que tout le monde a, ou un Stripe que tout le monde a, etc. Donc je suis toujours impressionné moi par le moyen de paiement. L'Espagne, c'est pareil avec le contre-remboursement. Donc effectivement, avoir un PSP. Toi, tu fais quoi? Multi-devise, c'est ça, on est en multi-devise. Donc maintenant, les Suédois peuvent payer en couronne suédoise avec Molly. Et chaque pays a sa devise et a son moyen de paiement local proposé par Molly. On est super content et ça nous permet surtout d'adresser très très vite le marché. On traduit le site, on active les paiements locaux et on est prêt à vendre directement dans le pays. C'est game changer le multi-devise pour toi? Oui, sur des pays dans lesquels c'est la devise principale, comme la Suède. Tu as remarqué que je suis en boucle sur la Suède, mais ça nous a vraiment fait mal. Tous nos dashboards, ils étaient pourris. Donc ça nous a fait mal. Mais c'est important. Après, il y a des pays, par exemple en Suisse, où pour le coup, ils sont un peu plus habitués à faire du franc suisse et de l'euro. Donc c'est moins game changer, comme tu le dis. Mais moi, je recommande bien sûr de mettre le multi-devise. C'est hyper important. Donc, paiements locaux, multi-devises, ça c'est important. Après, une fois qu'on a traduit son site, qu'on est prêt à vendre avec ses paiements et qu'on est prêt à accepter des commandes via Molly, s'il y a un couac sur une commande, il va falloir assurer un bon service client. Donc, ce que je recommande souvent, pareil, c'est un des freins. Les marchands ont peur de se lancer parce qu'ils se disent « Oh là là, je ne vais pas pouvoir répondre au téléphone en espagnol, il faut que je prenne des cours ou il faut que je trouve quelqu'un, ça va me coûter cher. »
Donc, je recommande aux marchands de désactiver le téléphone dans les pays qui vont ouvrir, temporairement. Bien sûr, l'idée, c'est qu'une fois qu'ils ont capté ces signaux, ils puissent activer, activer le téléphone et puis recruter quelqu'un. Mais c'est de commencer par utiliser une solution. Il y en a plein qui existent, des Crisp, Zendesk, Freshdesk ou autres. Une solution de SAV qui a du multilingue. De plus en plus, les solutions de service client ont de la traduction interne. De désactiver le téléphone. Et là, vous êtes prêt à gérer les premiers couacs et les premiers pépins sur vos clients, enfin, sur vos commandes à l'étranger. Nous, chez Macoq, honnêtement, on a une équipe de 3-4 personnes en SAV. Ils font la gestion la gestion du service client dans toutes les langues et ils envoient des messages en allemand, en portugais. Voilà. Donc, parce que si on prend sur ta capture, tu as mis à bon escient, je pense, tu as mis Crisp parce que doit être ce que tu utilises. Ouais, on utilise Crisp. Ouais. Crisp, tu peux recevoir le mail en anglais et tu peux le lire en français automatiquement. C'est ça. Et je crois que tu peux faire la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire répondre en français et le client reçoit l'anglais. Exactement, c'est ça. Exactement. Ou du suédois. En fait, tu peux écrire en français et automatiquement, ça va te le traduire dans la bonne langue. Et quand tu le reçois, tu peux aussi avoir une traduction, effectivement. Ouais. C'est super pratique à utiliser. Et ouais, on a l'impression d'avoir appris 10 langues d'un coup, quoi. Ouais, c'est vrai que alors ça c'est aussi grâce à l'IA et c'est vrai que ça nous a ça rend beaucoup service là. Là on est sur des technos qui vraiment nous permettent de faire quelque chose, des barrières. La barrière de langue, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. La traduction, ok, on pouvait déjà le faire avant. Par contre, le service client un peu automatisé comme ça, où toi tu réponds français et où la réponse elle est bien formulée, parce que c'est aussi ça. Hein, alors il y a Crisp, mais il y a Zendesk et Freshdesk comme tu l'as dit, hein, mais les mails qu'on reçoit sont très corrects. Alors que dans le temps, quand tu utilisais Google Translate ou DeepL, les réponses, tu voyais que c'était de la traduction. Ouais, mais c'est un énorme progrès. C'est tout ce contexte, vraiment le contexte ce concept de contexte a révolutionné beaucoup de choses et grâce à l'IA. Donc c'est sûr que nous on a enrichi notre IA de service client où elle est capable de savoir qu'on vend des coques, elle comprend notre business et forcément on a une réponse qui est beaucoup plus pertinente à nos clients étrangers. Donc c'est hyper. Ok, donc on a traduit, on a le bon paiement pour les Suédois en couronne. On peut répondre en suédois au SAV. Ouais. Et comment on livre la Suède? Voilà, il y a quand même la partie logistique. Donc j'en ai pas volontairement pas parlé dans mes slides parce que je pense qu'aujourd'hui on s'adresse quand même à des marchands qui savent livrer dans ces pays-là, donc qui savent livrer à l'étranger. Mais pour les marchands qui débuteraient, en fait, il y a plein de solutions logistiques comme Colissimo, DPD. Nous, on utilise par exemple Delivengo, qui est une offre de la Poste qui permet d'envoyer des petits colis en Europe de moins de 3 cm. Il y a plein de solutions qui existent. Honnêtement, ça c'est le plus facile. Il suffit juste de brancher, d'ouvrir un contrat et de brancher la solution sur son CMS. Et après, vous êtes capable de livrer facilement. Voilà, c'est pour ça que j'en ai pas parlé parce que c'est important, alors c'est hyper important la logistique, il faut faire attention dans ces colis à avoir un packaging qui soit quand même traduit, il faut faire attention à ce que le client puisse au moins recevoir son colis, donc utiliser une bonne solution de logistique. Mais globalement, c'est pas le plus compliqué. Voilà. Ouais, t'as un seul transporteur qui adresse tous les pays que tu nous as cités Delivengo. On utilise Delivengo, pour les plus gros colis, on fait du Colissimo. Okay. Et Colissimo, ça marche quand même super bien. Après, ça dépend des business. Il y a des, par exemple, envoyer des palettes. Je vois des problématiques de marchands qui doivent envoyer des palettes en Europe. C'est plus compliqué. Oui, c'est plus compliqué. Mais je l'ai aussi pas mis volontairement parce qu'il ne faut pas que ça soit un élément bloquant. En fait. Faut se lancer aujourd'hui. Il ne faut pas que la logistique soit la raison de ne pas se lancer. Il y a toujours la possibilité de livrer à l'international, hors cas très particulier. Ouais, je pense qu'il y a un calcul à faire. Tu as deux façons de voir les choses. Aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde utilise Colissimo et Colissimo s'est livré quasiment à tous les pays, plus ou moins bien, mais en tout cas, ça fait le job. Alors, tu as la possibilité, alors, à un prix qui est, qui est ce qu'il est. Tu as
deux stratégies. Soit tu consolides chez Colissimo, comme ça t'évite du développement, et puis tu peux gagner en volume et peut-être faire baisser les prix. Ou alors, eh ben, tu dois challenger chaque pays, puisqu'il y a des pays qui sont mieux livrés que d'autres. UPS livre des fois mieux, DHL parfois mieux. Donc c'est vrai qu'il y a un peu les deux stratégies. Moi, je suis plutôt à la consolidation, ce qui permet d'avoir des meilleures négociations avec la marque. Mais parfois, il y a des belles surprises. On en a appris. Alors, j'ai vu qu'ils sont dans le chat. Ils lâcheront sûrement pas leurs tarifs d'XP. Mais avec DHL, me semble-t-il, qu'il y avait des tarifs pour l'international, avec des livraisons ultra rapides. Et que voilà, ça faisait rêver. Mais encore une fois, ça veut dire plusieurs modules, plusieurs choix, et pas forcément toujours très, très simple. Ouais. Et puis, il faut trouver la bonne solution qui correspond à son business. Parce que DHL, par exemple, c'est très, très bon pour de l'express. C'est peut-être un peu plus cher qu'un Colissimo. Donc, ouais, en fonction de sa typologie de produit. C'est sûr que si tu vends une coque, on ne va pas l'expédier avec DHL. Ça serait un peu trop cher pour nous. Donc, mais pour livrer un iPhone, pour le coup, c'est mieux un FedEx et un DHL. Est-ce qu'il y a des pays où tu marches bien, où tu as activé l'AD, où tu as activé le téléphone, par exemple? Toi, c'est quoi ton... Parce qu'on peut se poser la question, en tout cas moi je me la pose, c'est de me dire, ok, je vais faire du full organique, je pense que ça a du sens, pour tester, pour voir comment ça va, mais à partir de quoi, de combien, je me dis, tiens, je vais commencer à localiser, ne serait-ce que quelqu'un chez moi qui parle cette langue-là, ou lancer des ads. Comment toi tu fais ce petit shift? Ouais. Alors nous, on a eu ce shift-là sur l'Espagne. On a quelqu'un qui fait le service client en espagnol. Donc on a mis les moyens sur ce pays-là, notamment parce qu'on avait la chance d'avoir quelqu'un qui parle espagnol et qui était capable de répondre au téléphone et par email. Donc on s'est dit que on a eu une belle croissance. On avait la chance d'avoir quelqu'un en interne et donc là on a activé le téléphone et on a d'abord testé, parce que mine de rien c'est quand même quelque chose, quoi, de commencer à répondre en SAV en espagnol. Et au final, on a commencé comme ça. On n'en est pas au stade d'avoir pris une personne pour chaque pays, mais c'est clairement notre étape suivante. L'idée, là, c'est de continuer nos investissements dans chaque pays, d'en ouvrir d'autres, continuer à capter de nouveaux signaux, et après d'avoir une équipe dédiée avec des personnes dans chaque pays. Alors, on a aussi des marchands, je vois aussi des marchands autour de moi, qui, eux, sont présents dans 7 pays. Et ils n'ont pas du tout envie d'avoir des salariés en plus qui vont gérer l'Espagne ou autre. Et dans ces cas-là, ils font tout depuis la France et il n'y a aucun problème. Ok. Oui, tu peux très bien faire comme ça. Ouvrir un pays, c'est pas forcément avoir des bureaux dans le pays cible. Ça peut être aussi recruter des salariés natifs, qui savent parler la langue dans son QG en France. Il y a une start-up qui s'appelle Superprof qui est spécialiste là-dessus, qui est présent dans tous les pays. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, je connais bien Superprof. Tu dis start-up, c'est un monstre. Maintenant c'est mais d'ailleurs full organique, full SEO comme thème. Et eux, ils ont fait le choix d'avoir seulement un bureau à Paris, d'avoir des natifs au sein de leur bureau parisien. Oui, sachant que Paris est cosmopolite, tu peux trouver vraiment toutes les langues à disposition. Ouais. Ok, j'en profite, je vois la question d'Adonis de PrestaRocket qui demande si Reversia ça marche bien sur les pays asiatiques ou le grec. Le grec, c'est pas du tout une question. Le monsieur s'appelle Adonis. Ouais, ça marche super bien. L'IA est hyper performante. On a récemment un client qui s'est lancé dans le vin en Corée. Alors, j'avoue que j'étais pas spécialiste de la Corée et je comprenais rien. Parce que c'est très particulier, les URL, par exemple. Nous, on pensait qu'on allait remplacer dans les URL les caractères coréens. Et a priori, c'est pas une bonne chose à faire. Donc, on a dû mettre des URL en anglais avec le site qui est en coréen avec des caractères coréens. Et on avait une demande très particulière d'un client qui nous a demandé, de ce client-là, qui nous a demandé de traduire le nom des châteaux en coréen, mais d'avoir sa déclinaison à côté en français. Donc ça a été un challenge technique assez dur. Oui, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien aujourd'hui. Les IA sont capables de parler les langues asiatiques. Ouais. Toi, tu as lancé Reversia, qui, je rappelle, est un service qui permet à tous les marchands, d'abord sur PrestaShop,
de traduire toutes les langues. Tu l'as lancé parce que justement c'était un pain point pour toi et que tu avais besoin de trouver quelque chose de performant, ou comment ça t'est venu l'idée? Mais en fait, on a tellement eu du mal quand on a voulu se lancer, on n'a tellement pas trouvé de solution que au moment où on a lancé, on a vu qu'on pouvait lancer 10 pays en quelques mois, on s'est dit mais c'est pas possible, il faut absolument que les marchands profitent de ça aussi, et on n'avait pas de solution équivalente. Donc on s'est dit il faut absolument que les autres l'utilisent, et donc on s'est associé avec Jean qui est CTO de la boîte, et on a lancé l'activité il y a 1 an. Et franchement, on est trop content. On voit plein de marques qui vendaient qu'en France et qui se retrouvent à vendre partout dans le monde. J'ai un tout petit peu, à ma petite échelle, l'impression de servir un peu mon pays. Donc, je suis trop content. Et puis, les échanges européens, surtout avec ce qui se passe géopolitiquement parlant, avec Trump, etc. Je pense qu'il faut qu'on renforce l'Europe. Et je compte, dans les prochaines années, m'atteler à ça et faire en sorte que, on puisse vendre en Suède, en Corée, aux États-Unis, dans le monde entier. Je comprends mieux les fanboys sur le chat qui disent Anatole président. Du coup. On verra. Je pense pas que c'est pour moi la politique. On arrive au terme de cette conférence. C'était hyper intéressant. Nous-mêmes, on réfléchit à faire quelque chose à l'international, voir ce qu'on peut faire. Donc, c'est vrai que ça permet parfois d'aller chercher d'autres chiffres d'affaires, de vendre des produits qui sont aussi un petit peu différenciants. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont vendus en France. Dans notre catalogue, il peut y avoir des produits qui plaisent aussi à l'international. Ouais. Donc, ça peut permettre de créer des opportunités. Donc, je trouve que c'est intéressant. Alors, je ne suis pas là pour faire la pub de ton outil, parce que ce n'était pas du tout le but de la conférence. Mais mon avis, c'est que rares sont les outils qui ont une surveillance temps réel de ce qui se fait. Et ça, c'est réellement cool. Donc, quand j'ai lu les specs de ton outil, que j'en ai parlé avec d'autres marchands, de voir que si tu modifiais un texte, une coquille sur la version française, automatiquement, tout était répliqué, quasiment sans surcoût. Mais surtout, la question qu'il faut se poser, c'est le coût, l'investissement versus le chiffre d'affaires. Nous, chez Macoq, la trad, ça doit nous coûter 500 € par mois, et ça nous génère 300 000 € et bientôt, à la fin de l'année, 500 000 €. Donc, je te laisse faire le ratio, 500 € par mois versus 500 000 € de chiffre d'affaires. C'est la question qu'il faut se poser, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'outils qui a ce ROI, donc non, il faut. Et puis, on va pas rester que en français, c'est un peu old school, non? Alors, je sais pas si on peut dire ça. Là, tu viens de perdre tes points au niveau politique. Mais non, mais il faut être différent. Non, moi je suis assez chauvin. C'est la mondialisation, quoi. Mais tu as raison. En tant que Français, on a aussi de l'argent à prendre à d'autres pays. Donc, autant y aller et prospérer des belles boîtes françaises comme la tienne et la mienne. Bah oui. Merci beaucoup, Anatole, pour cet échange international. Et on suivra de près ce que tu fais comme petit craquito de l'international. Merci, Anatole. Merci de m'avoir reçu. Salut, Gary.